Stop! Petite explication par rapport à cette vidéo. À la base, ça ne devait être pas du tout celle-là qui devait sortir. Pour le jeu franche avec vous, l'original était un nouveau format de vidéo qui allait prendre un peu plus de temps que d'habitude, mais comme j'ai eu pas mal de complications, notamment avec mon PC, mes logiciels et mes horaires un petit peu chiants-lits, eh bien il se trouvait que la durée de mon absence était de 5 fucking mois. J'ai décidé de poster autre chose et tant pis pour ce que j'avais prévu de sortir, ça sortira une autre fois. Non seulement je viens d'exploser mon record de temps d'inactivité, mais en plus, pour vous annoncer que ce que vous regardez actuellement n'est pas sur quoi j'ai travaillé. Oui, vous venez d'attendre 152 jours pour vous faire enculer. Le bon côté des choses dans tout ça, c'est que malgré le manque de vidéos durant tout ce temps, et même mieux, de nouvelles personnes se sont abonnées, et pour ça, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse avec la vidéo, bisous! Konnichiwa les gens, c'est MrTrollface, et voici l'épisode 2 des théories de SLG. Je peux constater que ma première vidéo vous avait pas mal plu, alors voici, comme vous le désiriez, la suite. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter une nouvelle flopée de théories bien plus crades et dramatiques que les précédentes. Je tiens juste à signaler avant de commencer que ces théories ne sont pas fondées, sont purement du fanservice, et seul le fun et un esprit particulièrement malsain en sont auteurs. Merci. Préparez-vous les enfants, on commence avec du bon gros drama. Avant tout, petite question, êtes-vous familiarisé avec cet obscur concept qui est le deuil? Oui, non, quoi qu'il en soit, il semblerait qu'il y aurait 5 étapes pour y arriver. Dans l'ordre, cela donnerait d'abord le choc ou le déni, la colère, la négociation, la dépression, et pour conclure, l'acceptation. C'est une espèce de processus que l'on traverse avant d'arriver à faire le deuil. Bon, à première vue, vous allez me dire que vous voyez pas vraiment le rapport avec SLG, et c'est vrai qu'il faut être pas mal déglingué pour pouvoir creuser aussi loin. Et si je vous disais que 6 personnages au SLG ont un rôle particulièrement glauque, tout ça emballé dans un scénario tragique? Oui! Mais avant de dévoiler tout ceci, laissez-moi vous planter le décor. SLG raconterait l'histoire d'un homme vivant tout d'abord une vie plutôt normale, ayant comme passion la vidéo. Mais comme la vie est remplie de surprises bonnes ou mauvaises, ce dernier aura un grave accident. Mais aussi semblerait-il que le chien d'Apan serait en plus de ça dépendant à la drogue. Plongé dans un coma bien hardcore, il commencera à mélanger ses souvenirs avec les effets des stupéfiants encore présents. Son cerveau noyé dans tout ce gros bordel et sachant que sans un miracle du dieu Deus Ex Machina ne pourra s'en sortir. Il créa des personnages qui sont l'humanisation des 5 étapes du deuil. Ajoutez à ça les symptômes des crises de manque. Mais comme je le rappelle, notre cher protagoniste est encore dans un état déplorable, à cause des substances illégales parcourant ses veines. Tout se fusionne, se mélange, se confond pour échapper à son triste sort. La victime croira qu'il est bel et bien réveillé et ne se souviendra pas de l'accident. De temps en temps, quelques fragments de ses souvenirs surgiront et se mêleront à son délire sans queue ni tête. C'est pour cela que la vie qu'il croit mener est aussi étrange, mais pourtant sans se remettre véritablement en question. Au cours de son coma, il créera énormément de personnages, en grande partie issus d'êtres humains qu'il a côtoyés ou vaguement vus, comme par exemple le docteur Frédéric, les aides médicales ou autres personnages croisés tout au long de l'histoire. Pour les autres, ce sont ni plus ni moins des personnalités inventées de toutes pièces par son subconscient mourant. C'est pour cela notamment que leur apparence est la même que celui de l'homme souffrant, mais aussi le fait qu'il ne soulève jamais la ressemblance étrange des autres protagonistes. Le geek, le patron, le panda, le démon et le hippie. Mais donc, pourquoi associer les personnages cités plus tôt au processus d'acceptation du deuil? Parce que bizarrement, je trouve qu'il colle assez bien au scénario très glauque. Le choc ou le déni serait représenté par le geek. Alors ouais, c'est plus trop vraiment d'actualité avec le SLG Shot, mais à la base, le geek est un être innocent et pur. Et la moitié du temps, voire même plus, il passe son temps à être choqué par le langage du patron ou les vidéos présentées par Mathieu. Et est souvent dans le déni et refusant d'accepter la vérité ou l'origine de certaines choses. La colère serait représentée par le patron. Oui, je l'admets, il est beaucoup plus connu pour ses activités sexuelles. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier qu'une fois de plus, à la base, le patron est un tueur sanguinaire et est consumé par une colère constante. La plupart du temps, les vengeances, insultes et violences sont causées par la colère. La négociation serait représentée par le panda, un animal cherchant toujours à vouloir dominer, en faisant parfois des marchés avec quiconque lui apportant une offre juteuse. Tout tourne autour de l'argent de manière globale avec ce personnage, et par déduction, de toujours vouloir marchander au plus offrant pour obtenir ce qu'il désire. La dépression est représentée par le démon. Certaines personnes ne savent peut-être pas qui il c'est, pour cause qu'il n'est apparu que quelques fois. Du moins, pas beaucoup pour le classer comme personnage principal, mais assez pour le compter comme une personnalité au premier plan. Non content d'être un fucking démon, l'une de ses grosses caractéristiques est qu'il est dans une bonne grosse dépression à s'en tirer une balle. Il n'y a qu'à voir l'instant panda qui lui a été consacré, le thème n'est clairement pas les petits oiseaux et les fleurs. Et enfin, l'acceptation est représentée par le hippie. Le hippie est toujours de bonne humeur et heureux d'être là, malgré toutes les situations. Personne ne peut être comme ça sans avoir subi quelque chose. Je veux bien comprendre que l'optimisme existe, mais là c'est un level au-dessus. Eh bien ceci est dû à ces bons gros pétards qu'il prend de manière fréquente. Oui, la drogue est la raison à son comportement. Il la prend pour oublier le monde de merde dans lequel il vit. Il ne s'opposera jamais à quoi que ce soit, et donc acceptera tout sans distinction. Et pour preuve, cela a été plus ou moins dit dans l'intro de l'épisode
l'épisode 76. Mais malheureusement, l'homme luttant pour sa vie, plongé dans un rêve psychédélique depuis trop longtemps, finira malgré tout par succomber dans les bras froids et sombres de la mort. Et ce patient ayant perdu la bataille, après des mois et des mois de souffrance, ne serait ni plus ni moins que Mathieu. Je vous avais prévenu, c'était tristounet. D'ailleurs, la scène qui symboliserait ce moment-là, c'est l'épisode 99. Pour ce qui est de la suite, je dois bien avouer que ça paraît un peu trop en steak. Tellement que je crois que je n'assume même plus cette partie-là. Malgré le décès de notre cher ami, une entité qu'on appellera Dieu Métal décidera de conserver son âme dans un ordinateur en guise de punition à ses péchés. Notamment la prise de la drogue. Et oui, ici on est dans le bon gros BDSM du péché. Dieu Métal serait donc représenté par Jeanne. Pourquoi avoir pris cette forme légèrement flippante, de réussir à sortir les délires de son cerveau noé dans la drogue, mais surtout de lui faire laver ses péchés, tout cela dans un fucking PC? Bah, à votre avis, on parle quand même de Dieu qui aurait eu pitié de l'âme d'un toxicomane ayant eu un accident ou une overdose, aurait donc conclu que de l'enfermer dans une machine qui serait le purgatoire pour laver ses péchés, tout en présence des délires psychédéliques qu'il a sortis de sa tête, tout ça pour lui permettre d'aller au paradis? Oui, je ne suis clairement pas conçu comme tout le monde. Perso, je trouve que ça ferait un excellent scénario pour un film ou des jeux vidéo. Bien sûr, je doute fortement que ceci soit la vérité ou une partie, mais rien ne m'oblige à ne pas souiller cette émission que j'adule. J'avoue que le titre ressemble plus à un bouquin sentant le parfum de pisseuse de 14 ans et aux péripéties aussi palpitantes que ceux des shoujo, mais croyez-moi que cette théorie-là est bien plus malsaine que la précédente. Cette fois-ci, les dires de cette histoire se passeraient dans un endroit secret où les scientifiques pullulent allègrement au mètre carré. Pas d'accident, ici tout est volontaire, notamment une expérience en particulier. Les hommes de science travaillent dur comme fer sur une nouvelle forme de vie. Un être humain parfait. Mais attention, pas la beauté plastique du terme, au niveau du caractère. Une entité pure ignorant les vices de ce monde. Un humain capable de peser le bien du mal. Un humain au jugement presque divin, où tous les sentiments propres aux êtres humains n'existeraient pas. Peu importe les circonstances et peu importe la pression, la catégorie sociale, les antécédents d'une personne et la vie des autres. Un avis purement subjectif sans la moindre empathie et compassion. C'était le rêve d'un jeune milliardaire. Il voulait créer un être parfait à son image. Écoutez, chacun ses rêves, on ne juge pas. Il engagea une dizaine de scientifiques pour le créer. Prenant de base l'homme fortuné. Au tout début, les chercheurs créèrent un clone, parvenant à créer une ADN avec aucun caractère. Une fois ce dernier mis en œuvre, il plaça le sujet dans une salle d'expérience ressemblant à un appartement basique. Lui faisant croire qu'il était simplement dans une simulation, les scientifiques alors lui firent regarder des vidéos sur internet pour tester son esprit pur. Mais plus les semaines passent, plus la création commença à devenir déviante et à développer un caractère, le sarcasme, la colère, jusqu'à la folie. Et en vue de leurs échecs, ils décidèrent alors de faire encore et encore des clones. Le milliardaire ordonna de concevoir autant de clones que nécessaire pour réussir à bien son rêve. Mais chaque sujet finissait toujours par dérailler. Dépression suicidaire, psychopathie sexuelle, dépendance aux drogues, égoïsme maladif, déni identitaire, folie de la science. Oui, dans cette théorie, l'équipe de SSG serait en réalité des sujets de test qui auraient mal tourné. La perversité de ce monde les ont inévitablement transformés. L'humanité injugeable par l'être humain réduiront les sujets à de simples animaux de test. Drogue, injection, hypnose ou voire même torture seront le quotidien des pauvres clones. Leur apparence similaire s'expliquerait donc par ça. Et aussi le fait qu'ils semblent être tous au courant de leur visage similaire. Voyant leur état s'aggraver devenant effrayant, les sujets décident de s'enfuir. Mais en vain. Dépité de ce désastre qu'il avait engagé, l'homme original décida alors de piéger nos pauvres sujets. Enfermés à jamais dans un endroit sans issue, ils finiront lentement par succomber dans leur propre mal. Jusqu'à s'entretuer. Je suis peut-être partie un peu trop loin, je l'avoue. Mais j'ai vraiment kiffé, et de ces trois, c'est celle-ci ma préférée. Alors, bas les steaks. Et pour finir, une petite théorie relatant un mystère tournant autour du geek. Pour la plupart des gens qui ont vu SCG, si je vous dis comment est le geek, vous allez me répondre insupportable, adorable, nerd, enfant, innocent, victime, mignon, et bien d'autres adjectifs de la sorte. Vous avez raison, seulement si on cherche plus profondément dans son background, ça serait plutôt arrogant, troller, crâneur. Vous trouvez ça bizarre? Mais seuls ceux qui ont regardé SCG depuis le début savent pourquoi je le caractérise comme ça. En effet, les bases du geek, c'est un gamin arrogant, sentant une certaine démesure pour son ego, clashant quiconque sur son passage. Oui, je sais, c'est plutôt étrange de présenter de cette façon, mais hélas, le geek est comme ça, du moins avant. Mais d'ailleurs, avant quoi? Bah, à vrai dire, on n'en sait rien, puisque si on suit l'évolution du petit gamer, on s'aperçoit que presque subitement son attitude basculant dans un troll arrogant à une petite chose innocente et insoutenablement victimisable. Même si personnellement je ne lui jetterai pas la pierre pour ça, car je pouvais clairement pas le blairer ainsi, et bien d'après cette petite théorie, tout a basculé à cause d'un accident. Oui, encore. Mais je vous rassure, cette fois-ci, personne ne meurt dans l'histoire. Après quelques semaines étant admis
admis à l'équipe SSG, le petit geek, suite à un accident inconnu, oui parce que je peux pas avoir toutes les réponses, suite à un violent coup au niveau du cerveau, ce dernier perdra la mémoire et oubliera sa propre identité. Vous la sentez venir, votre cher pervers et vicieux patron va apprendre cette terrible nouvelle, et à cœur joie va venir jusqu'à la chambre de la victime. Tel un jouet pour chien, il va venir souiller encore et encore le pauvre enfant. Nuit et jour, il subira les tortures mentales et physiques du meurtrier, jusqu'à le détruire lui-même. Étant brisé de toutes parts, il sombrera dans une lourde dépression. Une fois de nouveau parmi l'équipe du schizophrène, les vices malsains ne s'arrêteront hélas pas ici, comme nous pourrons le constater dans le reste des épisodes. Seulement, quelque chose en plus viendra bouleverser les choses. Au fil du temps, la violence et les abus portés sur l'enfant, tout ceci deviendra comme une espèce de routine malsaine, voire même jusqu'à devenir une activité plaisante. Oui, donc clairement, le geek a développé un bon gros syndrome de Stockholm. Pour ceux qui sont pas au courant, le syndrome de Stockholm est une maladie mentale qui pousserait une victime à aduler et aimer son ravisseur. Bienvenue dans le monde merveilleux des problèmes mentaux. Et donc, devenant de plus en plus admiratif de son meurtrier fétiche, ce dernier commença à changer son caractère pour se transformer en une personne violente, agressive et sexuellement ouverte. Oui, exactement, comme le patron. D'où son deuxième changement de personnalité. Un amour atrocement creepy ou une admiration malsaine, à vous de faire votre choix. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième vidéo sur les théories du SSG. Je n'arrive pas à me lasser d'imaginer des multitudes de scénarios emmêlés à la réalité, parfois étranges. J'aime me dire que des milliers de fins existent, et libre à chacun d'avoir la sienne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos théories ou les points à améliorer dans les miennes, et bien sûr votre avis. J'adore débattre de ce qui me passionne avec vous. Bref, dans tout le cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, passez une kawaii soirée. Et à 5 mois pour une prochaine vidéo.